Hello, bienvenue sur The Learning Diary, le podcast pour les concepteurs pédagogiques qui veulent découvrir la vraie vie des concepteurs freelance. Tu t'intéresses au freelancing mais tu n'oses pas te lancer? Tu es déjà freelance mais tu recherches des astuces pour bien vivre ton activité? Dans ce cas, ce podcast est fait pour toi. Tous les 15 jours, je partage avec toi mes expériences, mes questionnements, mais aussi mes erreurs et mes doutes en toute transparence pour t'accompagner dans ton aventure. Si grandir fait partie de ton vocabulaire et que tu considères qu'être concepteur pédagogique est bien plus qu'un métier, tu seras sans doute intéressé par ce que je mets en place pour m'améliorer en tant que personne, freelance et forcément conceptrice pédagogique. Persuadée que l'union fait la force, j'inviterai, au fil de l'eau, d'autres freelances à nous partager leurs conseils pour être concepteur pédagogique freelance épanoui. Je te souhaite une agréable écoute. Bienvenue dans cette nouvelle interview. Je suis super contente de pouvoir te proposer cet épisode. Je suis sûre qu'il peut aider les futurs ingénieurs pédagogiques dans leur choix de formation pour exercer ce métier. Pour cet épisode, j'ai choisi d'inviter Jérôme Lacman, ancien ingénieur en maîtrise des risques industriels, devenu Digital Learning Manager. Et ce n'est pas une, mais deux formations qu'il est venu nous présenter. Celle du BAHU, l'école des Digital Learning Managers, et celle d'Open Classroom, qui propose une formation d'ingénieur responsable pédagogique. J'espère que tu y trouveras des informations intéressantes si ces formations font partie de celles que tu as sélectionnées. J'en profite pour te dire que si toi aussi, tu as envie de partager ton retour d'expérience sur une formation qui t'a amené à exercer ce métier, tu peux me contacter sur LinkedIn pour en discuter. Je te laisse avec l'épisode du jour et un grand merci à Jérôme pour ce précieux partage en toute transparence. Salut Jérôme. Salut à toi Delphine. Je te remercie d'avoir été volontaire pour participer à ce deuxième épisode de podcast sous format interview. Écoute, c'est avec plaisir, vraiment. Et comme je le disais, c'est la première fois pour moi que je suis derrière le micro du côté interviewé. C'est super, moi je suis contente d'être la première du coup. Je t'ai invité parce que toi t'es ingénieur pédagogique depuis quelques temps, tu n'es pas freelance mais c'est pas du tout grave parce qu'en fait je pense que t'as plein de choses à partager, notamment concernant les formations que t'as pu suivre. Il y a plein de gens, l'épisode justement où je parlais des formations qu'on pouvait faire pour devenir ingénieur pédagogique, il a énormément plu. J'ai eu plein de questions derrière et je me suis dit, je pense que Jérôme, c'est genre la meilleure personne pour répondre du coup aux questions sur deux formations. Effectivement, ouais. Donc du coup, je vais te demander un petit peu, comme j'avais fait pour le premier épisode, est-ce que tu pourrais te présenter, nous présenter un peu ton parcours? Ouais, je peux me présenter rapidement. Donc Jérôme, j'ai 27 ans. Du coup, comme historique un tout petit peu professionnel, avant j'étais ingénieur en maîtrise des risques industriels. Donc rien à voir. Et du coup, au bout de 3 années, je me suis dit, tiens, pourquoi pas me diriger vers le développement web? C'était ma première porte d'entrée. Donc pour faire quelque chose de plus concret, parce qu'avant je rédigeais beaucoup de documents Word et c'était intéressant, mais la réalisation n'était pas incroyable pour moi en tout cas. Et par contre, je me suis dit, tiens, je vais me lancer vers quelque chose de très concret, le développement web, là, il n'y a pas plus concret que ça. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai fait une rupture conventionnelle avec mon entreprise pendant que j'étais en train de faire ma formation de développeur. Et bon, je suis arrivé au chômage. Et je continue ma formation de développeur. Et en fait, à un moment, j'ai reçu un mail de Pôle emploi. Donc, merci Pôle emploi. C'est grâce à eux que j'ai reçu un mail qui parlait du BAHU et qui parlait de Digital Learning Manager. Je ne connaissais absolument pas ce terme avant de commencer. Et en fait, j'ai lu la description de cette formation du BAHU et je me suis dit, mais ça Jérôme, c'est pour toi, quoi. Enfin, vraiment, toute la description, je me dis, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Et du coup, voilà, j'ai postulé à cette formation, j'ai été retenu, j'ai trouvé une entreprise et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Trop bien, ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a plu quand t'as vu un petit peu le programme de la formation? Alors, je vais reprendre, je l'ai sous les yeux. En fait, c'est surtout le côté transmettre, le côté formateur que j'avais pas vraiment eu dans mon ancien métier. Et je pense que j'aime ça intrinsèquement, c'est lié à ma personnalité, d'aimer transmettre. Et alors, pour la petite histoire, je l'avais un tout petit peu fait dans mon ancien métier d'ingénieur. Quand je suis arrivé, alors encore avant, en stage ingénieur, on m'avait demandé de faire un e-learning. J'y connaissais vraiment rien.
mais c'était moi l'expert en fait, c'était moi l'expert de la thématique et je faisais le e-learning, donc je me filmais en vidéo et j'essayais de faire un semblant de ce qu'on pourrait appeler un déroulé pédagogique. Mais c'était vraiment, on peut le dire, à l'arrache. J'avais beaucoup aimé ce stage de faire du montage vidéo, d'essayer de faire comprendre aux gens différemment l'expertise c'était les atmosphères explosives, pour vous donner une idée. Et j'ai beaucoup aimé ça, mais ça c'était vraiment mon stage. Et après mon stage, je suis passé sur le métier classique. Et ça me manquait ce côté, former des gens, et même si c'est par l'intermédiaire d'un e-learning, mais ça me manquait. Et il y avait ce qui m'a plu dans la description du bahut, c'est on parlait de plein de choses sur la formation justement. Si on regarde le programme, il y a animer une formation présentielle, créer des supports pédagogiques, la prise de parole, très important. Il y a concevoir des vidéos pédagogiques, concevoir un e-learning. Je me disais tiens, je l'ai déjà un petit peu fait, ça n'avait rien à voir avec ce que je faisais. Mais il y avait ça, concevoir son e-learning, gérer un projet de formation de manière générale, et aussi animer, faire des animations de formation à distance. Et, euh, et c'est ça qui m'a plu, c'est vraiment le côté très formation et surtout digital. Parce qu'autant on pourrait se dire, tu pourrais faire formateur et c'est pareil. Il y a ce côté digital qui m'a toujours plu, parce que je me suis beaucoup renseigné sur l'infoprenariat, donc le business en ligne sur internet, parle beaucoup de ça. Et c'est vraiment le côté digital, je me suis dit, il y a sûrement plein d'outils qui existent pour la formation, que je ne connaissais pas. Et parce qu'on a des outils comme, je sais pas, pour l'animation à distance, Zoom, Teams, Google Meet, mais en fait, on a plein d'autres outils on en parlera, mais sur le e-learning, on a Storyline, on a vraiment plein d'outils. Et c'est ça qui me plaisait, ce côté découvrir beaucoup d'outils différents, et ce qui était mis en avant dans la formation, justement, qu'on allait avoir plein d'outils, et être vraiment digital learning manager. Ok, super intéressant. Pendant que j'y pense, du coup, je le dis. C'est vrai que tu dis qu'il y avait une partie prise de parole. Je trouve ça super intéressant. Ça représente une grosse partie de la formation. Enfin, c'est pas forcément la plus grande partie, mais ça représente beaucoup dans la formation. Non, alors ça représente pas beaucoup, mais on a eu un cours avec, je suis désolé pour la prononciation, de Mathieu Wildhaber, qui est assez connu sur LinkedIn. Il fait beaucoup de rhétorique, et il est Mhm. venu vraiment en présentiel chez nous. Et on avait aussi une intervenante qui s'appelait Alexandra Scora, qui était vraiment sur la prise de parole, sur comment euh, le langage non verbal, paraverbal, tout ça, vraiment comment communiquer. Et en fait, cette partie prise de parole, elle sert évidemment pour l'animation quand on est formateur, de faire de la visio, mais c'est aussi utile pour vendre son projet. Chose qu'on pense pas toujours, mais nous, quand on faisait une soutenance de projet, en fait, on devait un petit peu vendre qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi on l'a fait, pourquoi vous, clients, vous devriez acheter cette formation. Ça nous a beaucoup servi sur ça. On a notamment parlé un petit peu de comment faire du storytelling pour vendre ou pour une formation de manière générale. D'accord, trop bien. Ouais, parce que c'est vrai qu'en fait, moi, je connaissais pas de formation qui avait cette thématique-là. Et en fait, c'est vrai qu'elle est super utile. Trop bien. Complètement. Ok. Du coup, comment est-ce que... Alors, t'as déjà un podcast, du coup, où tu parles un petit peu de comment ça s'est passé durant le bahut. Mais là, du coup, si tu devais nous refaire un petit peu un récap, comment est-ce que tu as vécu cette expérience? Alors, comment j'ai vécu l'expérience? On va commencer par le bahut et on fera Open Ouais. Classroom. L'expérience bahut, j'ai toujours un mot en tête. Vraiment, quand je pense au bahut, je me dis incroyable. Et je le vends encore comme ça. Enfin, je le vends. J'en parle aux gens qui me demandent le bahut. Franchement, allez-y les yeux fermés. Si vous voulez apprendre beaucoup de choses sur des outils, et même de manière générale en 3 mois, comment faire la formation, j'en parlerai parce que ça change un petit peu de format. Moi, quand je l'ai fait, c'était vraiment 3 mois d'affilée. Vraiment incroyable, je l'ai vécu, et je me suis dit, c'est marrant parce que c'est des Digital Learning Managers, mais c'est une formation en présentiel. Et en fait, on était en présentiel, donc je sais pas, peut-être 90% du temps, on avait un petit peu de distance, mais globalement, c'était en présentiel, à Lyon. Alors déjà, juste l'arrivée dans la formation, j'étais ok, c'est du présentiel. Et en fait, dans cette formation, on a tous été, pour aller au bahut, faut être au chômage. Donc on était tous un peu dans la même situation où on se pose des questions, on veut changer de métier, et en tout cas, on était tous dans la même, on va dire, atmosphère, ambiance, d'un peu de chômage. Et c'est marrant parce que déjà, on arrive, tous les métiers sont un peu différents. Moi, j'étais ingénieur maîtrise des risques industriels, mais il y en a qui avaient fait de la communication, du marketing, enfin vraiment des trucs très très variés. Et il y avait aussi des âges assez différents. La moyenne d'âge, ça devait être,
je sais pas exactement, ça doit être un peu plus de 30 ans, mais en vrai, il y avait des profils plus jeunes que moi et des profils bien plus âgés que moi. Et donc déjà, ça crée une diversité, et juste le fait que ça soit en présentiel, on avait vraiment des interactions très fortes. Et c'était leur but aussi au BU, c'était de créer une cohésion d'équipe très très forte. Et ils ont réussi à le faire très rapidement sur la première semaine. On a fait, euh, on a fait des événements. Je crois que le premier truc qu'on a fait le premier jour, c'était une carte au trésor dans Lyon. Voilà, pour commencer à créer des liens, à discuter. Et j'ai trouvé ça très fort. J'ai jamais ressenti ça dans une formation, que ce soit dans mon DUT, mon école d'ingénieur. Là, c'est vraiment en 3 mois, faut arriver très rapidement à créer une cohésion d'équipe, sinon ça va pas bien matcher. Ouais. Et ouais, enfin, je l'ai vraiment très bien vécu, en tout cas, cette entrée au bahut. Et sinon, sur la suite de la formation, bah, toutes les semaines, on avait des nouveaux outils, des nouvelles techniques, et vu que je partais quasiment de zéro, je découvrais chaque semaine. Donc en fait, mentalement, c'était quand même assez, je dirais pas dur, mais enfin, il y avait beaucoup de choses à connaître et à retenir. Mais l'avantage, c'est que on faisait pas comment dire, des évaluations papier. Ouais, alors voilà, vous avez fait un cours, on va faire un quiz. C'était pas du tout ça. C'était vraiment très appliqué. Et j'adore ce côté pragmatique. Et on sait que du coup, cette formation a été faite par des experts de la formation, parce que ça se sent directement. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très pratique. On appelait ça des cas pratiques. Donc, dès qu'on voyait une notion, ou deux, trois notions, après, on a mis en place, par exemple, on a fait notre propre classe virtuelle, on a fait une formation présentielle, et il y avait du challenge. Alors moi, je suis pas toujours très doué avec c'est un peu ma zone d'inconfort de faire des challenges directement. Par exemple, on nous a dit, bah là, vous avez 2 heures, je crois que c'était 2 heures ou 1 heure et demie, enfin vraiment très court, et vous allez à 3 ou 4 présenter une formation. Donc vous aurez déterminé le sujet. Alors le but c'était de faire un truc très simple, mais vous allez faire les objectifs pédagogiques, le sujet. Et ça c'était la deuxième semaine, je crois, ou peut-être même la première. Donc vraiment, on nous a mis directement dans le jus. Bon voilà les gars, on vous fait ça, allons-y quoi. Et j'ai trouvé ça très intéressant de sortir. En fait, j'ai l'impression de sortir de ma zone de confort constamment. Et donc j'ai appris vraiment beaucoup de choses en 3 mois, et beaucoup d'outils différents. Et ça c'est mon côté, j'aime bien le côté digital. Du coup je découvrais, je sais pas combien on a découvert d'outils, mais incroyable. D'accord. Et du coup, c'était plutôt des travaux de groupe? Ouais, c'était plutôt des travaux de groupe. Alors il y a peut-être deux trois exceptions. Par exemple, on a fait réaliser une vidéo pédagogique. Donc c'était avec PowerPoint, mais PowerPoint un peu stylé. Ouais. On faisait des vidéos avec. Ça c'était individuel, je me trompe pas. Mais sinon globalement c'était plutôt des travaux de groupe. Qu'est-ce que tu as... Bon, t'en as un petit peu parlé, mais là, du coup, si tu devais axer sur certains points, qu'est-ce que tu as préféré dans cette formation? Ouais, deux choses, le côté présentiel, finalement, enfin, peut-être que notre promo, enfin, je pense que dans toutes les promos, il y a une bonne ambiance, mais il y avait vraiment une très bonne ambiance. Tout le monde s'aidait et tout le monde avait des vies professionnelles différentes, des âges différents, enfin, des expériences différentes, et tout ça crée un espèce de... Tout le monde peut s'aider sur certains points. Je sais pas, moi j'étais peut-être plus doué dans un domaine, certains dans d'autres, et du coup ça a créé quelque chose une vraie alchimie, je pense, on pourrait dire. Donc il y a déjà ce côté présentiel, le côté découverte d'outils tout le temps, et enfin découvrir un nouveau métier. Et en 3 mois, franchement, on arrive alors on en parlera après, je fais Open Classroom, mais en 3 mois, il y en a qui sont partis directement en CDI. Donc c'est pas anodin, quoi. C'est pas une formation, enfin, c'est une formation qui t'apprend vraiment un nouveau métier. Carrément. Je voulais dire... Enfin, je voulais poser une autre question, mais je l'ai oublié. Peut-être que ça me reviendra après. Au niveau de tout ce que tu as pu apprendre, quelles sont les meilleures pratiques pédagogiques que tu gardes en tête? C'est une bonne question. Les meilleures pratiques pédagogiques, alors c'est pas une pratique, mais le présentiel, et en soi c'est l'environnement. Mais en fait, la meilleure pratique, c'est on faisait pas 7 heures de cours dans la journée. On faisait, je sais plus combien c'était par jour, mais on faisait peut-être 1 heure et demie. Directement, on avait une activité à faire. Même si c'était pas un gros projet, mais ça peut être de discuter ensemble sur justement qu'est-ce qu'on a vu pendant cette heure et demie, et nous donner des petits jeux ou des petites activités à faire.
Donc voilà, si je retiens la meilleure technique pédagogique, ça c'est vraiment de faire un cours, pas trop long, et directement on fait une application, ou une activité, ou on réfléchit, enfin bref. Et aussi un peu le côté, je sais pas si on peut le dire comme ça, de classe inversée. Des fois on nous faisait réfléchir en amont, et après on faisait le cours. Ça marche très très bien aussi. Alors moi je suis pas du tout formateur, au sens formateur présentiel, mais je trouve que ça marche vraiment d'enfer. OK. Non, mais c'est vrai que enfin, je trouve l'approche vraiment originale. Enfin, avant que ça sorte, du coup, bah, j'avais pas vu de choses comme ça. C'est vraiment super original. En plus, c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, le fait que vous étiez bah, quasiment tous au chômage, c'est vrai, ça crée quelque Mmh. chose aussi parce que bah, déjà, c'est une situation voilà, qu'on vit plus ou moins bien ou quoi. Là, vous découvriez donc un nouveau métier. Et c'est vrai que moi, je me rappelle quand j'étais, enfin, moi, j'ai fait le DU CAFEL et quand je l'ai fait, bah, en fait, il y avait des gens qui étaient déjà en poste, qui faisaient ça en plus. Il y a Ouais. des gens qui étaient en stage, moi j'étais en alternance et en fait on avait tous des vies ultra différentes, en fait bon, des âges aussi différents, mais on avait des vies très différentes et du coup bah il y avait quand même de la cohésion, mais c'est vrai que je pense que ça c'était pas aussi fort du coup que ça a pu l'être dans le bahut quoi. Je pense que si on demande, j'avais fait un épisode justement sur ce qu'avaient pensé les gens du bahut. Oui, Je crois que ce qui ressort le plus, c'est ça, c'est la cohésion, l'équipe. ouais, c'est ça. Mais du coup tu m'as devancé parce que j'allais le recommander. C'est Ah! l'épisode 15 du coup Oups. de Mission DLM. Je le mettrai dans la description de l'épisode du coup que je vous recommande d'écouter parce qu'il y a plusieurs avis du coup d'anciens élèves et donc il est vraiment top cet épisode. Merci, je savais pas que c'était l'épisode 15, merci. Ouais, des fois, on retient pas. D'accord. Et donc, du coup, toi, tu as lancé ton podcast bah, au début du bahut. Ouais, Ouais. Et donc, qu'est-ce qui t'a apporté ce podcast en termes de développement pro ou personnel? alors plusieurs choses. Déjà, faire un podcast, ça m'a toujours plu, alors j'en ai un autre, mais je crois que je Ouais. les ai lancés à peu près en même temps. L'idée déjà, c'était, la principale, c'était, enfin en fait, il y en a plusieurs en même temps, mais je vais commencer par la première. Ouais. C'était de se dire, souvent on voit une formation, pareil, quand moi j'ai reçu le mail de Pôle emploi avec le bahut Digital Learning Manager, je me dis: «Ouais, c'est incroyable, il y a une page de présentation». Il y a pas spécialement d'avis, mais il y avait une page de présentation. Je me dis: «Si je lis la description, franchement, c'est pour moi». Mais en fait, qu'est-ce qui se passe véritablement dedans? En plus, là, c'est une formation qui était extrêmement jeune parce que je suis de la promotion numéro 2, et en fait, on se pose 14 000 questions, et on s'est même il y en a même qui se sont demandé, mais moi, je me suis dit: «Tiens, est-ce que c'est une arnaque, quoi?» Parce que ça a l'air trop beau pour être vrai. On vous forme en 3 mois, et heu et gratuitement en plus, parce que du coup, c'est financé par Pôle emploi, heu, parce qu'après on a un emploi. Je me suis dit: «Mais je sais pas, je vais tenter ma chance», mais tu sais, j'avais un peu un doute quand même. Et du coup, ce que je voulais faire, c'est que toutes les semaines, raconter ce que je faisais pour, faire vivre de l'intérieur. Et si les personnes, elles se disent: «Tiens, j'aimerais bien faire le bahut», bah, au moins ils ont plein d'épisodes, en fait, pour savoir, même si le format va changer là, mais globalement, ils font savoir ce qu'on fait à l'intérieur du bahut, et ce que j'ai fait aussi avec Open Classroom, du coup. Mhm. Et l'idée, c'est voilà, c'est surtout ça. Après, il y a aussi l'idée, bah, bien sûr, tu vois, si je m'imagine freelance plus tard, c'est aussi de créer une communauté ou se faire connaître. Et c'était aussi l'idée de se dire, bah, je suis débutant dans un truc, bah, c'est pas grave, je vous le dis, je suis débutant, et on va voir ensemble comment justement on arrive à ce métier. Et je pense que si j'écoute les premiers épisodes et maintenant, je me dis, ouais, mais l'évolution, elle est dingue, quoi. Mhm. Ok. T'avais d'autres choses à préciser ou t'avais d'autres choses en tête? Vraiment, je pense que c'est pas mal. C'est Ouais. surtout, ouais, D'accord. partager, inspirer et faire connaître les formations. Après, pour le podcast, bah, c'était aussi facile pour moi pour démarrer, de commencer avec ça, avec le bahut. Je me disais, bah, comme ça, toutes les semaines, j'ai un épisode. Je ferai les épisodes Open Classroom, puis après je me suis dit je vais évoluer vers des interviews Mhm. et d'autres sujets. Et c'était facile pour moi, ça faisait une espèce de starter très très cadré, quoi, finalement. Ouais. Ouais, mais en tout cas, enfin, il est vraiment super intéressant et je pense que ouais, il peut vraiment être utile à toutes les personnes qui réfléchissent enfin, à choisir en fait pour pouvoir choisir la formation qu'ils vont suivre et éventuellement choisir celle-ci quoi. Bah, c'est vrai que des fois, il y a des gens ça m'arrive qui me questionnent sur LinkedIn, je leur dis: «Bah, franchement, c'est pas pour me la péter ou faire de la pub, mais allez voir, ce Ouais. podcast-là». Enfin, c'est le mien, mais allez le voir, franchement, il y a des réponses. Alors évidemment, je leur réponds, souvent je fais une visio, un truc, mais je leur dis: «Écoutez», ou et je suis même, ah oui, c'est un truc très gratifiant, c'est je suis allé au bahut, pour la promotion numéro 3 parce que Ouais. j'y vais souvent, régulièrement, et des personnes qui m'ont dit, notamment une, elle me dit: «Bah, tu sais, si je suis là, c'est un peu grâce à ton podcast, en fait, parce que ça a répondu à plein de mes questions,
Et c'est pour ça que je suis là. Donc Trop cool. concrètement, je l'ai vu une personne qui avait utilisé le podcast pour être au bahut. Mmh. Ouais, c'est trop cool, ouais, je comprends bien, ouais, ce sentiment de enfin, une partie gratifiante, du coup. OK, donc du coup, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur le bahut avant qu'on passe, à Open Classroom? N'hésitez pas à postuler. Non, si, une dernière chose quand même que je tiens à préciser parce que j'en parle régulièrement, j'en ai encore parlé hier, c'est que c'est vraiment une école. Bah, OK, on est à petite échelle, donc c'est 20-25 élèves peut-être. Mmh. Mais en fait, donc vous allez être recruté sur un test de personnalité. Vous faites un test de personnalité et en gros, c'est ça la majorité qui va dire si vous êtes retenu ou pas et après, je sais pas comment ils font le tri exactement, mais test de personnalité et l'école aide vraiment à trouver une entreprise, mais pour de vrai. Pas comme les écoles qui vous disent, «Ouais, on a un super réseau d'entreprises». Alors, il y en a qui le font un petit peu, mais là, c'est vraiment, le bahut va présenter votre profil à 3 entreprises, en gros, hein, 3 entreprises max et aux entreprises, elle va proposer 3 profils aussi max. C'est-à-dire que si ça matche pas pour l'entreprise, bah, c'est un petit peu, tant pis pour elle. Et pareil, si on est candidat et qu'on refuse, enfin de nous-mêmes, 3 offres, c'est que, bah, voilà, soit on n'est pas fait pour ça, soit il y a un vrai problème de matching. Mmh. Mais, enfin, en tout cas, tout ça pour dire que le bahut aide vraiment les élèves à trouver une alternance ou un CDI ou autre. D'accord, et est-ce que vous avez le droit de définir quelques critères, justement pour pouvoir, qu'ils puissent choisir les 3 entreprises ou pas? Alors, c'est une bonne question. Comment on avait fait? En gros, nous, en tant que candidat, les on reçoit il y a une visio, enfin, je pense qu'il y avait un webinaire qui décrit l'émission sans jamais parler des noms de l'entreprise, D'accord. justement pour pas être, biaisé par ça. Ouais. Et en fait, avant ça, on a aussi un entretien avec la directrice pédagogique, parce que, OK, on a passé, ce test de personnalité, aussi un test technique sur Word, PowerPoint, tout ça, pour regarder que vous, voilà, vous maîtrisez quand même un minimum. C'est pas très dur, mais quand même. Et donc on fait cet entretien avec, la directrice pédagogique et c'est elle qui va vraiment déterminer, déjà, voilà, est-ce que vous êtes à Lyon, à Paris, est-ce que vous êtes prêt à accepter, 100% télétravail ou 100% présentiel ou un peu ces conditions-là? Et elle pose plein d'autres questions évidemment. Et c'est aussi à ce moment-là qu'elle regarde votre motivation. Est-ce que vous êtes vraiment motivé? Et c'est après cet entretien qu'on dit en gros, est-ce que vous êtes retenu ou pas? Et encore une fois, si on est retenu, ça veut pas dire qu'on fera le bahut. Faut trouver une entreprise par contre pour le coup. Et si on n'en trouve pas, bah, on rentre pas. D'accord. OK. Ah, c'est top cette partie accompagnement, c'est super important. Enfin, moi, je me rappelle quand je m'étais inscrite sur des BTS, Mmh. il y en a qui le disaient et en fait, il y avait absolument pas d'aide. Donc, c'est vrai que c'est super embêtant Non, mais quand on n'a on pas l'a tous vécu, d'accompagnement. hein. Moi, je viens de l'INSA. Ah, pareil, ouais, on a un super réseau. Bah, c'est cool, les gars, mais bon. D'accord. OK, super. Donc toi, du coup, t'as pas décidé, de prendre un CDI directement après? Alors, c'est pas que j'ai pas décidé. Enfin, Ouais, c'est dis-moi. un peu plus compliqué que ça. Donc, pour rentrer en formation, il faut trouver cette fameuse alternance ou CDI. En fait, globalement, les entreprises proposent plutôt de l'alternance parce que ça coûte moins cher. On a comment on dit? Une aide de l'État. Je dis «on» parce qu'on va recruter aussi, mais en gros, il y a une aide de l'État, les contrats d'alternance, c'est quand même moins cher et ça permet aussi de, voilà, de se dire facilement est-ce que la personne ça fait une espèce de période d'essai finalement, de se dire: «Est-ce qu'on va la garder ou pas?» Et souvent, c'est sur des nouveaux métiers. Par exemple, dans ma boîte, bah, ça existait pas ce métier-là, Mmh. donc c'est aussi un test et Ouais. c'est un peu un coup de poker aussi, de leur côté, de tester ça et donc alors, ouais, je vois, tu veux faire le lien un peu avec, Open Classroom du coup. J'aurais pu prendre un CDI. Au début d'Open Classroom, je me suis dit: «Ouais, en fait, clairement, j'aurais pu faire un CDI, mais j'ai trouvé une alternance» et donc on arrive sur Open Classroom. C'est cool. Hem, Qu'est-ce que tu veux savoir sur Open Classroom? Est-ce que tu peux nous présenter brièvement la formation et notamment, du coup, les points que qui sont différents, selon toi, par rapport au bahut? Ouais. Alors pour moi, c'est vraiment 2 formations, pas complètement différentes, mais quand même bien différentes. Autant Bahut, c'est Digital Learning Manager
Chez Open Classroom, c'est ingénieur responsable pédagogique. En fait, pour expliquer à ceux qui connaissent pas trop, ingénieur responsable pédagogique, c'est plus sur la formation, mais de manière générale. Alors, Digital Learning Manager, c'est vraiment sur la conception, l'animation de formation. C'est ça pour moi la grosse différence. Open Classroom, en fait, c'est pour devenir, j'ai la plaquette sous les yeux, c'est marqué, ils ont mis créer des expériences d'apprentissage parfaitement adaptées à vos objectifs, vos publics et vos ressources. On pourrait se dire que c'est la même chose, mais moi je trouve que c'est très formation de manière générale et pas trop l'animation et la création pure. Sur Open Classroom, qu'est-ce que je peux dire? Alors, rien à voir. Dans le sens où on le fait en alternance. En gros, après le bahut, il y avait une sorte c'est pas de partenariat, mais c'est la continuité. Si on va à l'alternance, on se dit c'est Open Classroom, c'est un petit peu la suite logique. Donc moi, je suis en contrat d'apprentissage, je fais, alors, une semaine sur 2. Il y a une semaine où j'ai un jour d'Open Classroom, la semaine d'après, j'ai 2 jours d'Open Classroom, etc. Donc c'est, pour ceux qui connaissent pas ce dispositif ou l'école Open Classroom, c'est tout à distance. Eux, ils ont pas eu besoin du Covid pour savoir ça, ça fait très longtemps qu'ils sont à distance. Et en gros, quand on paye la formation, enfin, en alternance, on paye pas, mais quand on fait les vrais projets, on a, nous, 8 projets à réaliser. Pour ces projets, il y a un sujet qui va vous expliquer à peu près ce que vous allez faire, les livrables que vous allez devoir produire. Il y a des cours qui sont associés, qui sont pas obligatoires, mais bon, c'est quand même pas mal de les faire, ça dépend lesquels. Et en fait, pour ce projet, ce qui est important, le point principal d'Open Classroom, c'est qu'il y a un mentor. Toutes les semaines, vous avez un mentor 45 minutes, quand on est en alternance. Et alors, ce mentor, donc c'est un professionnel du métier, donc il connaît techniquement le métier. Et ce mentor, il est là pour plusieurs choses, pour vous guider parce que quand on voit le sujet du projet, on se dit ok, mais par quoi je commence? Je suis un peu perdu. Et lui, il va me dire, attends, tu vas commencer par ce livrable-là, après on va faire celui-là, il nous guide, il coordonne, il nous guide. Et aussi le côté motivation, hein, qui est important, parce que, par exemple, si je reviens juste sur ma formation de développeur que j'ai fait chez Open Classroom, si j'avais pas eu de mentor, clairement, je pense que j'aurais pas terminé la formation parce que c'était extrêmement long. Et là, sur un an, je vois que avoir le mentor, c'est quand même, ça aide vachement. Tu vois, j'ai un rendez-vous tous les vendredis matins, je suis avec lui, je sais que j'ai dû avancer sur mes livrables. Par contre, contrairement au bahut, c'est très très autonome. Faut être prêt à se dire, je suis quasiment tout seul, à part 45 minutes par semaine, j'ai mon mentor, c'est très bien. Mais sinon, le reste du temps, vous êtes tout seul, quoi. Alors, tout seul, il y a une communauté. Alors moi, je participe pas spécialement, mais il y a une communauté qui a été créée sur Discord. Je pense que c'est un peu valable pour chaque parcours. Il y a des gens qui créent des communautés. Mais c'est plutôt des élèves, si j'ai bien compris, qui l'ont créé. Mais globalement, on est quand même sur de l'autonomie plus. Voilà ce que je peux en dire pour l'instant. D'accord, ok. Et donc là, tu arrives à la fin de la formation? C'est ça, j'arrive à la fin de la formation. Donc il me reste, on est quel jour? Il me reste 1 mois et demi, je crois, et après je suis 1 mois et demi, 2 mois, et après je suis en poste pour de vrai. D'accord. Et tu continues dans l'entreprise dans laquelle tu es actuellement ou tu... C'est ça, je continue. En fait, on a commencé l'alternance dans cette entreprise. Il y a pas de digital learning manager, ils externalisaient la conception des e-learning. Ils se sont dit, tiens, pourquoi pas tester ça? On a entendu parler du bahut. Bon, pourquoi pas recruter quelqu'un? Et ils étaient même pas sûrs de pouvoir embaucher véritablement, parce qu'ils savaient pas comment ça allait se passer. Et au final, ça a l'air de bien marcher, parce qu'ils m'ont proposé de m'embaucher. Donc très content. Et alors moi, je suis vraiment sur la conception e-learning, vraiment réalisation, le montage vidéo, storyline, enfin tout ce que moi j'apprécie. Et du coup, je me sens plus digital learning manager que ingénieur responsable pédagogique. Alors, pour vous donner un tout petit exemple, dans le parcours Open Classroom, il y a un projet où vraiment vous faites de la réalisation e-learning, mais c'est le seul où il y a vraiment de la pure réalisation, que j'ai d'ailleurs apprécié. Mais sinon, les autres sont plus sur la formation de manière générale, la conception de formation aussi un petit peu, mais en gros, il y a 2 projets qui m'ont vraiment fasciné, les autres un petit peu moins. D'accord.
Et est-ce que tu pourrais me donner un exemple sur les autres du coup, sujets de projet? Ouais, je vais vous redonner les titres à peu près des formations et l'expliquer brièvement. Alors bon, il y a le premier projet, enfin, ils appellent ça un projet, c'est en gros démarrer sa formation, c'est j'ai pas dit les soutenances, en fait, c'est chaque projet il y a une soutenance. Les soutenances, c'est en visio, avec un évaluateur qui n'est pas votre mentor, sauf la première. Mais globalement, c'est voilà, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas qui va vous évaluer. Donc eux, ils ont une grille, des critères d'évaluation, etc. Donc le premier projet, voilà, en gros, c'est se présenter, refaire son CV, ce genre de choses. Le deuxième projet, c'est mettre en place un système de veille. Je pense qu'il est disponible dans tous les parcours Open Classroom. C'est très bien parce que je l'ai gardé, ça, cette habitude de faire de la veille sur les outils, sur plein de sujets différents. Après, il y avait un projet qui était améliorer une séance de formation présentielle. Donc là, en fait, vous avez des vidéos avec un prof qui est pas très doué, du coup, et il faut voir comment améliorer cette formation présentielle. Après, il y avait adapter un module de formation au distanciel. Donc là, c'est la fameuse conception e-learning. Je l'ai réalisé sur quoi? Ouais, je l'ai réalisé pour mon entreprise, celui-ci. Parce que quand on est en alternance, on peut se dire, il y a des sujets, pas tous, mais il y a des sujets qu'on peut lier à l'entreprise. Le projet 5, c'était concevoir une expérience d'apprentissage sur mesure. Donc là, on conçoit le parcours, mais sans le réaliser. On va dire, moi j'ai fait sur la gestion du stress, j'ai dit, bah là, le module 1, ça va être l'initiation. Module 2, ça va être les techniques de gestion du stress, etc. On peut se dire, enfin, c'est vraiment le parcours de manière générale. Donc, on va avoir le module 1, le module 2, là j'ai mis un moment de communauté, là j'ai mis une évaluation, là, enfin, bref, vous voyez un petit peu l'idée. Le projet 6, c'était créer le curriculum d'un cursus qualifiant. En gros, là, on veut créer une formation et vraiment la donner au RNCP. Pour que, enfin, c'est fake, hein, mais on peut le faire en vrai. On pourrait utiliser les livrables pour le faire. Moi, j'ai créé une formation de formateur en soft skills qui pourrait être finalement déposée au RNCP si on voulait. Le projet que j'ai fait là, donc la soutenance que j'ai fait il y a 1 heure, c'était analyser une formation. Donc là, on a beaucoup de chiffres sur des données de satisfaction des apprenants, des données de résultats pédagogiques, des résultats aux différentes évaluations. Il faut arriver on a ces données-là, il faut arriver à les analyser. Voilà, on peut faire plein de graphiques, et en fait, on va essayer d'améliorer cette satisfaction et les résultats. Et le dernier projet, qui est un peu différent, c'est piloter une équipe d'intervenants. Donc en gros, on va créer bon, je vous en dis pas plus, mais en gros, on va créer une formation, enfin, on va créer une équipe de formateurs. Donc là, c'est un peu plus finalement du RH, qu'on voit que c'est quand même différent du BAHU, du coup, sur les thématiques. Et j'ai fait le tour des projets. D'accord. Ouais, c'est ultra complémentaire en fait, tout ce que tu as pu apprendre sur ces deux formations, c'est vraiment super. Pour le coup, je suis d'accord, c'est ultra complémentaire. Et par exemple, enfin, pas mais, et par exemple, il y a une personne qui m'a contacté il y a pas longtemps, elle se posait la question entre le BAHU et Open Classroom. Et elle me dit, moi j'aimerais bien découvrir plein d'outils, enfin j'ai vraiment le côté digital. Je dis franchement, si vous voulez découvrir des outils et tout, bah faites pas Open Classroom quoi. Parce qu'on utilise les outils gratuits, enfin, c'est pas que c'est pas bien, mais si vous voulez vraiment apprendre des logiciels, même si c'est pas que ça, hein, le BAHU, je dis pas ça, mais allez sur le BAHU plutôt qu'Open Classroom sera trop généraliste pour vous. Ouais. Oui, en plus, enfin, c'est l'une des formations, voilà, qui est un peu plus axée du coup sur les outils, et c'est super intéressant parce que avant que ça existe, moi j'avais aussi des gens qui venaient me voir et qui me demandaient, enfin qui me disaient, moi j'ai envie de faire plutôt des outils, et en fait c'est vrai que même moi dans les formations que j'avais pu suivre, en fait c'était pas, on était dessus, on en parlait et tout, mais si jamais on voulait l'apprendre, c'était tout seul quoi, on le faisait de Ouais, notre puis côté et c'était tout, toujours avec ouais, les comptes gratuits, alors c'est bien, mais bon. ouais, c'est différent. Ok. Du coup, je me demandais, parce que tu fais plein de choses en même temps, du coup, tu suis tes formations, tu fais ton podcast, Ouais. du coup, tu travailles, t'es en alternance. Comment est-ce que tu fais pour tout gérer? Alors déjà, j'ai pas d'enfant. Alors, comment je fais? Alors, c'était, bah, c'est un peu ma personnalité de faire plein de choses. J'ai même un autre projet en cours. Et comment je fais pour gérer tout ça? Alors,
si on regarde bien, les épisodes de Mission DLM étaient très très rythmés au début, parce que je m'étais obligé à sortir toutes les semaines un épisode. Là, c'est plus disparate. Je me dis, si je sors pas un épisode toutes les 2-3 semaines, c'est pas grave. Enfin, j'ai pas un objectif de résultat de mon côté qui me dit toutes les semaines je vais sortir un épisode, c'est pas ça. Je voulais que ça reste aussi un plaisir, parce que moi j'aime bien partager, mais pour l'instant, j'ai pas l'idée de création d'une activité derrière ça pour l'instant. Donc pour moi, c'est très, j'ai envie de faire un épisode, je trouve quelqu'un qui est interviewé, je dis bah tiens, ça t'intéresse ou pas? On peut faire un épisode. Et je garde un peu un truc régulier avec les projets Open Classroom aussi pour l'instant. Mais voilà, c'est un peu pas d'organisation spéciale de ce côté-là. Ok. J'avais une autre question. Par contre, je peux parler d'un truc important quand même Vas-y, sur dis-moi. l'organisation. C'est plus sur en alternance. Moi, je trouve ça extrêmement difficile comme je l'ai dit, on fait soit un jour ou 2 jours par semaine, j'allais dire chez Open Classroom, enfin chez soi, à l'école. Je trouve ça très difficile de couper, de justement pas être en présentiel dans une école. Parce que souvent j'ai mon travail d'entreprise qui déborde, et c'est de ma faute hein, pour le coup, c'est souvent de ma faute, je me dis ouais c'est pas grave, je vais finir ça demain, je prends une petite matinée, je finis. En fait je mange un peu sur mon temps Open Classroom. C'est pas très grave en soi, mais je trouve que c'est assez difficile, et pourtant je suis quand même organisé, mais je trouve que c'est assez difficile de couper nettement. Ouais, je te comprends. Ouais, c'était pareil pour moi quand j'étais en alternance. Et du coup, bah, vu que tu parlais, enfin, tu disais que tu avais pas d'enfant, ça m'a rappelé une question. En fait, par rapport à la charge de travail entre le bahut et Open Classroom, pour éventuellement les gens qui auraient peut-être une famille et qui voudraient se lancer dans une des deux formations, est-ce que tu aurais un retour à nous faire par rapport à ce qu'il y a à faire en plus, tu vois, enfin, en termes de devoirs ou de choses comme ça? Ok, alors je crois que je l'avais dit dans un épisode, et je suis assez d'accord avec ça. Alors ça dépend des gens, mais Ouais. au bahut, je sais plus c'est quoi les horaires. J'ai l'impression que c'était il y a si longtemps, pas tant que ça en fait. Il y a un an, j'étais encore dedans. Mais je respectais les horaires et je faisais pas de devoirs à la maison. Sauf vers D'accord. la fin pour le cas pratique, le cas final Ouais. c'est vraiment un gros moment. Mais j'ai rarement été, enfin, je faisais les cours, ça me suffisait vraiment largement. Euh, Open Classroom, pareil, je respecte à peu près les horaires qui sont indiqués, donc 7 heures ou 14 heures par semaine. Euh, je respecte à peu, en fait, ouais. D'accord. Après, si vous avez une famille, effectivement, le bahut, faut être en présentiel, je sais pas, de 9 heures à 17 heures. Ouais. Mais sinon, au niveau de devoir, pas spécialement. Et je me permets d'expliquer, parce que le bahut va changer de format. Avant, c'était 3 mois d'affilée, et après, advienne que pourra. Maintenant, c'est un peu différent, ça va être 5 semaines, et ils vont avoir leur propre alternance. Donc en fait, il y aura 5 semaines de début de formation, que au bahut, et après, c'est une semaine toutes les 6 ou 8 semaines, il y a une semaine d'alternance. Et je trouve ça vraiment D'accord. intelligent, parce que tu restes dans le bahut, et, et c'est beaucoup plus facile en plus pour l'alternance où tu es en présentiel de couper justement. Ouais. Et nous qui allons recruter peut-être un alternant du bahut, j'espère. Pareil, on sait que la personne ne sera pas là une semaine toutes les 6 ou 8 semaines, mais après elle sera tout le temps là, donc c'est quand même plus facile pour gérer pour Ouais. nous, pour les délais clients et tout, enfin je trouve ça beaucoup mieux. D'accord, OK. Et ça, du coup, ils ont déjà communiqué dessus, c'est pour la rentrée prochaine ou tu sais pas? Alors la rentrée prochaine est le début avril, Ouais, d'accord. et ouais non, ça a été validé, ils ont passé, je sais plus, ils ont passé le truc devant une commission OK. qui a été acceptée, donc je sais parce que du coup on essaie de recruter un Mmh. alternant du bahut, alternante du bahut. D'accord. OK. Du coup, est-ce que tu considères que ces 2 dernières années, elles t'ont fait évoluer en tant que personne? Je mentirais si je disais non. Bah, déjà les 2 années, ouais, j'ai fait ma formation déjà, donc mon premier job, ingénieur, je l'ai fait 3 ans. J'imaginais pas du tout être au chômage, tout ça. En plus, c'est moi qui l'ai voulu. Donc déjà, j'ai découvert le chômage. Je connaissais pas. Mmh. Moi, j'ai bien aimé, hein, perso. J'ai commencé développeur, donc j'ai appris d'autres compétences. J'ai appris un vrai nouveau métier, donc Digital Learning Manager. J'ai créé du podcast. Enfin, j'ai vraiment eu plein de petites activités comme Ouais. ça qui m'ont clairement fait évoluer sur
ma façon de communiquer, ma façon de voir le travail aussi. De se dire, ouais, quand on se lève enfin, je me lève le lundi matin, je suis content d'aller travailler, quoi. Et enfin, avant, j'étais quand même content, hein, globalement, mais là, je me dis: «Ouais, j'ai un vrai but, en fait, peut-être un vrai sens au travail». Alors c'est encore à travailler, hein, c'est jamais, Mmh. à 100, mais ouais, je trouve que j'ai plus de sens dans ce que je fais et ouais, ce qui m'aide beaucoup. D'accord. Non, c'est trop bien. C'est vraiment super cool. OK, tu disais tout à l'heure que, alors il y avait 2 choses, donc tu parlais donc tu as parlé plusieurs fois du développement web. Est-ce que c'est des compétences du coup que tu peux utiliser, là, par exemple, dans ton entreprise? Alors non, parce que nous, on a une équipe de développeurs, de vrais développeurs Ouais. qui c'est vraiment leur métier, ils sont incroyables d'ailleurs, Mmh. sacrée équipe. Mais en vrai, je pourrais m'en servir, peut-être sur d'autres projets, je pourrais m'en servir, mais plus à titre personnel. Tu vois, je vais créer par exemple, le jour où je me lancerai en freelance, je créerai mon site web, mon portfolio, peut-être que je pourrais faire moi-même le site. Après, est-ce que ça a un intérêt que je le fasse moi-même? Bon, c'est discutable. Mais ouais, j'ai des compétences qui pourraient me servir. Et par contre, ça me sert sur le logiciel Storyline, quand on utilise les fameuses variables. Ouais. En fait, sur toute la logique de comment on va, ouais, comment on va utiliser le logiciel, ça sert d'avoir fait cette formation. Je trouve que je vais plus vite à, à réfléchir sur la résolution de problèmes. Et Ouais. ouais, ça m'aide aussi sur, j'allais dire sur les LMS, mais c'est pas vraiment ça, mais globalement, en fait, sur la gestion de logiciels, ça, ça aide sur la réflexion, de manière générale. Ouais, c'est ce que je trouve toujours, super bien, enfin, pour les personnes qui justement ont fait un autre métier avant, qui peut compléter un petit peu, ce qu'on fait en Ouais. conception et tout. Je trouve ça vraiment top. OK. Du coup, est-ce que tu veux nous parler de tes projets pour cette année, pour la suite, ou peut-être pas? Il y a un projet qui est pas encore très défini, mais bon, je vais pas parler de celui-là, du coup. Sur les podcasts, bah, continuer à faire des interviews de temps en temps. Alors, je vais pas parler d'un autre truc, mais je suis en train de faire une formation de conseiller en gestion du stress. Mmh. Et du coup, j'ai un autre podcast qui est plutôt sur cette thématique de développement personnel, voilà, de gens qui font des reconversions et comment ils gèrent leur stress. C'est un peu Mmh. ça que je vais essayer de développer. Ouais, c'est un peu mon projet, on va dire, de cette année. Et donc là, je vais être diplômé bientôt. Et pourquoi pas créer vraiment une activité avec ce, ce métier de conseiller en gestion du stress, que je réfléchis encore. Là, je me teste un petit peu sur Instagram, voilà, Mmh. je découvre beaucoup de choses, notamment Instagram. Et le but, c'est aussi dans cet autre podcast, de faire des interviews de gens qui se sont reconvertis ou qui veulent se reconvertir. Déjà parce que cette thématique m'intéresse grandement, la reconversion. Et aussi pour savoir comment ils gèrent le stress, parce que être au chômage, Mmh. changer de vie, parce qu'on est un peu sur, ce que disait mon invité de ce matin, il disait, on est un peu sur une crise identitaire, en fait. Quand on fait une Ouais. reconversion, c'est pas anodin, en fait. On change de métier, en fait, on change quand même, on cherche son identité. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ce travail? Pourquoi je veux faire ce futur travail? Donc c'est le questionnement du sens au travail, finalement, qui m'intéresse. Et j'ai envie d'aider ces gens qui sont en reconversion et euh, qui ont un peu de mal, donc à trouver un peu leur place et surtout savoir, dans un premier temps, gérer leur stress. Et l'idée, peut-être plus tard, ce serait dans l'idée du coaching, d'aider vraiment, parce que là, je peux les aider sur la gestion du stress, mais pas vraiment sur la reconversion de manière générale. Mmh. Et voilà, sinon, c'est finir mon projet 8, donc le dernier projet d'Open Classroom, et être officiellement embauché. C'est pas tout de suite, mais c'est bientôt. Ouais. Et ouais, c'est pas mal déjà. Ouais, non, c'est clair. Bon, beh, déjà bravo pour, bah, l'embauche du coup, dans ton entreprise et puis, c'est top. Je te souhaite le meilleur pour ton projet là de conseiller en gestion du stress pour le coup. Merci. Je peux dire un dernier point du coup. Mmh. Je Il y a t'écoute. éventuellement toujours cette idée, parce qu'on est quand même sur ton podcast qui est le côté freelance. Mmh. Il y a ce côté quand même qui m'attire beaucoup, depuis très longtemps, même avant d'être Digital Learning Manager. Et ouais, je me pose des questions sur ça. Et là,
je me pose des questions sur la concurrence vis-à-vis de mon entreprise, sur ce genre de choses qui peut être bloquant. En fait, quand on est salarié, on peut se dire ouais, c'est un side project, je vais faire, je sais pas, je vais prendre un temps partiel, je vais travailler le vendredi sur ce projet. Mais en fait, des fois, ici là, faut penser à cette concurrence, cette non-concurrence vis-à-vis de l'entreprise, et je suis encore un peu bloqué sur ça, ou je sais pas vraiment. Mais en tout cas, j'ai ce projet de devenir freelance, même si c'est pas digital learning manager, ce sera un autre Ouais. métier que je ferai en freelance. Ouais, c'est d'adopter ce mode de vie-là, parce que c'est surtout ça, en fait, je pense, C'est un mode de vie aussi qui t'intéresse aussi, vu que t'envisageais de le faire avant même de faire ce métier-là. C'est ça, oui, bah ça m'a toujours attiré bien avant de... Peu importe le métier, en fait, je trouve que Ouais. Je trouve que dans le salariat, c'est très bien, mais il y a un côté, pas dire prison quand même pas, mais un côté très très cadré, Ouais. qui, moi, me plaît, mais je pense que sans, je vivrais très bien aussi. Et donc c'est pour ça que j'écoute régulièrement ton podcast, parce qu'il y a plein d'astuces, et enfin, je kiffe. Super. Oui, bah, pour juste te répondre rapidement par rapport à la concurrence, moi je connais des personnes qui en fait bah, ne l'ont clairement pas dit à leur employeur. Donc bon, moi c'est pas quelque D'accord. chose que j'aurais pu faire, mais voilà, il y en a qui le disent pas. Et puis il y en a, ils en parlent en fait. Des fois, ils peuvent te faire signer une clause, tu vois, par exemple par rapport à la, tu vois, au secteur d'activité. Peut-être ça va les déranger et tout, Ouais. donc ils vont te faire signer une clause. Mais il y en a quand même que je connais aussi qui sont salariés à mi-temps par exemple et qui sont freelance à côté. Donc je pense que voilà, tu peux en parler, mais enfin ça doit pas être ton seul blocage quoi. Enfin tant que Ouais, tu peux échanger effectivement. avec Alors, eux et donc pour le voilà. coup, j'en ai parlé quand ils m'ont proposé de Ouais. m'embaucher, Mhm. et j'en ai parlé, justement, c'est pour ça que je suis un peu bloqué, ou Ouais. l'entreprise est un peu frileuse sur ça. D'accord. Il me Ok. disait, par exemple, si tu utilises d'autres clients, eux, leurs clients, c'est des entreprises. Si tu fais, je sais pas, si tu fais des cours au bahut, si tu fais ça, on s'en fiche. Ouais. Ça sera plus si c'est des entreprises, là, tu vois, il faudra vraiment qu'on se pose la question. Donc c'est pour ça que, tu vois, D'accord. c'est pas une idée dans ma tête, c'est vraiment, je vais poser la question, et j'ai Ouais. senti le côté un peu frileux. D'accord. Bon, de toute façon, t'as le temps d'y réfléchir, eux aussi. Bien sûr, bien sûr. Donc, voilà. Ok. Du coup, si... Alors, déjà, par rapport à tout ce qu'a dit Jérôme, par rapport à son deuxième podcast, je voudrais bien le nom, du coup, Jérôme, comme ça, je pourrais le mettre dans les notes. Yes, ça s'appelle Surf on Stress. Surf on Stress. Ok, super. Et puis, si jamais vous avez l'impression que vous correspondez au profil, bah, je pense que Jérôme, il sera ravi de pouvoir échanger avec vous. Bien sûr, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. C'est mon nom, mon prénom, Jérôme Lacman. Très facile de me trouver. Si je peux répondre, je réponds. Je suis très content de faire une visio avec vous. C'est comme ça d'ailleurs que je recrute souvent les gens que j'interviewe dans mon podcast. Super. Ok. Bah, Jérôme, je te remercie pour cet échange. Je pense qu'il va être utile à beaucoup de personnes. Je te remercie beaucoup. Bah oui, j'espère. Bah merci à toi pour l'invitation. Et en tant que Avec première plaisir. fois interviewé, c'était très cool. Merci beaucoup, et pour ton travail sur le podcast qui est très très intéressant. Avec plaisir. Merci pour ton retour. À bientôt, Jérôme. Ciao. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu apprécies le podcast, n'hésite pas à mettre une note sur Apple Podcast ou à me faire tes retours en me contactant sur LinkedIn en tapant Delphine Froid. Je te dis à très vite.